Alors, deuxième table ronde. J'avais dit table ronde un peu plus pour les grands. On va parler régulation. On va juste vous changer vos verres, vous donner un peu d'eau. Le temps que je présente rapidement les différents intervenants de cette table ronde. Tout à droite, Sylvestre Tondeau de Marsac, qui est avocat au cabinet Fischer Tondeau de Marsac. À ses côtés, M. Éric Pinon, le président de l'AFG. À sa gauche, Benoît de la Chapelle-Bizot, qui est le directeur général délégué de la FBF. À sa gauche, Patrick Montagnier de la CPR, secrétaire général adjoint, un intervenant régulier de l'ordre de nos débats. À sa gauche, Corinne Dromer, qui est nouvelle présidente du comité consultatif du secteur financier. Et puis enfin, à nouveau, David Charlet. David, je vais peut-être commencer par vous redonner la parole à vous en premier. Je le disais dans la courte introduction que je faisais tout à l'heure, effectivement, 2018 sera une année pleine d'acronymes et pleine de nouveautés. J'ai essayé de réviser rapidement, je n'ai pas tout retenu, mais effectivement, j'ai compris qu'entre MIF 2 et des tas d'autres choses, c'était une année dans laquelle il se passait beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous situer juste un peu les débats, nous dire, en gros, qu'est-ce qui va le plus changer, pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça change un peu pour vous? Et puis après, on fera un tour de table rapide des différents intervenants. Alors, ce qui est à noter, c'est que la raison pour laquelle 2018 nous paraît centrale, c'est que nous n'avons pas que les changements MIF. C'est-à-dire que quand mon régulateur de la sphère financière me dit « mais non, moi, ça va passer », j'ai pas de doute. Aucune des réformes qui nous arrivent n'est en fait en réalité compliquée, sauf peut-être une qui est la RGPD qui me fait très peur. Enfin ça, c'est un autre sujet. Enfin, c'est pas un autre sujet, c'est un sujet qui arrive en même temps que les autres. Notre crainte, ce qui va faire que cette année sera compliquée, c'est la multitude. C'est le fait que nous n'avons jamais eu autant de domaines impactés. Au même moment, quoi, tout ça. Comment ? Au même moment, tout ça. Au même moment. C'est-à-dire que sur la même année, nous allons devoir absorber un nombre de textes modifiés qui n'a juste jamais existé. Chacun d'entre eux ayant la particularité, et ça n'a pas toujours été le cas, d'être traitable. C'est-à-dire qu'aucun ne nous fait peur. Mais personne n'est capable aujourd'hui de visualiser l'effet en fin d'année 2018 que cela aura. On envisage et on se dit que comme rien n'étant mortel, comme tout ayant été un peu traité de la même manière, c'est-à-dire si on prend DDA et si on prend MIF, on voit bien qu'on a des points de contact et des convergences. Mais voilà, notre sujet majeur, la raison pour laquelle tout le monde se pose ces questions, c'est cette espèce de choc qui n'est lié pas à un texte en particulier, mais à l'arrivée d'une kyrielle de textes à maturité au même moment. Et cette chose-là va nécessiter beaucoup d'accompagnement, de compréhension, de pédagogie, c'est ce qu'on va essayer de faire, et de la part de tous les acteurs de cette sphère, de le gérer en souplesse, dirais-je. Voilà. Si on le gère en souplesse, ça devrait bien se passer, puisque rien n'est ingérable. Mais ça va quand même faire beaucoup à gérer en même temps. Est-ce que le 1er janvier ou le 2 janvier, je ne sais plus, voilà, est-ce qu'il y a quand même ce jour-là un risque que le système se grippe, selon vous, David, hein ? Non. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'à la fin de 2018, il faudra que nos entreprises se soient adaptées. Et celles qui se seront adaptées devraient avoir une vie relativement tranquille parce qu'on l'a vu, nos métiers sont maintenant appelés à venir concourir à l'économie du pays. Enfin, rappelez-vous, il y a quelques années, on n'avait absolument aucune notoriété et des pourcentages assez faibles dans l'action qui était menée dans ce pays sur l'épargne ou sur l'investissement, ce qui n'est plus le cas. Et les modèles économiques se sont construits, les réformes ne remettront pas en cause les modèles en eux-mêmes. Donc non, par contre, la date que je regarde, c'est le 31 décembre 2018. C'est pas le 1er janvier 2018. C'est 31 décembre 2018. Qui sera en état de marche, qui ne le sera pas. Pour moi, la crainte, ceux qui ne seront pas prêts au 31 décembre 2018, qui n'auront pas fini l'année en disant voilà, c'est bon, je suis au carré, ce sont des gens qui vont courir après pendant 1 an ou 2 ans. Enfin, mais en tout cas, ils ne seront pas en ordre de bataille et ils vont courir après pour se mettre en ordre de bataille plutôt que de faire leur métier. Voilà. Donc, nous, le message qu'on essaie de faire passer, c'est tout le monde va se remonter les manches. Faites attention à ça, quoi. Donc je disais, c'est une année avec un vrai choc réglementaire, c'est aussi une année avec un vrai choc technologique. Je parlais du Bitcoin tout à l'heure en préambule. Maître Tondeau de Marsac, juste peut-être avant qu'on rentre dans le cœur de la régulation, qu'on comprenne qu'elle va aussi être, qu'il y a des nouveaux objets qu'il va falloir réguler.
Vous avez préparé juste quelques éléments pour nous, voilà, nous donner quelques éléments sur quels sont un peu ces nouveaux objets, ces nouveaux ovnis de la finance ou de l'épargne, et ce qui pourrait changer dans un cadre qui est lui-même impacté par des évolutions réglementaires. Alors un tour d'horizon rapide peut-être des 2-3 points qui sont selon vous à surveiller sur le front de l'innovation technologique qui vont aussi marquer de 2018. Oui, tout à fait. Je crois que je ne vais pas vous parler ce soir de MiFID II, de PRIPS, etc. Donc on est confronté, enfin le régulateur est confronté à des défis. Et ces défis, ils proviennent de nouvelles pratiques, de nouveaux services, de nouveaux produits qui sont apparus et qui aujourd'hui ne sont pas ou quasiment pas réglementés. Et donc il faut faire preuve d'innovation réglementaire. Et c'est un vrai challenge, pour dire. Par exemple, on a beaucoup parlé effectivement des fintechs. Bon, les fintechs se développent rapidement, mais on n'a toujours pas réglé la question de savoir comment les réguler. On a d'un côté les tenants du bac à sable, on fait des règles spécifiques pour les fintechs parce qu'on ne veut pas freiner l'innovation, mais ce faisant, on crée des distorsions de réglementation qui sont en réalité des distorsions de concurrence entre les acteurs qui eux-mêmes sont réglementés, qui ont une activité peut-être plus traditionnelle, qui sont challengés par des acteurs innovants, par les fintechs qui elles-mêmes n'auront pas les mêmes règles et ne seront pas soumises aux mêmes règles du jeu. Ensuite, ça pose un problème énorme pour le régulateur qui est d'identifier au fond les fintechs, parmi ces fintechs, celles qui vont être soumises à des règles et une réglementation extrêmement souple, et les autres qui vont relever de la réglementation plus traditionnelle à laquelle sont soumis d'autres acteurs. Donc, versus sandbox versus réglementation proportionnelle, il y a là un vrai débat qu'il faut trancher maintenant pour que les règles du jeu soient les mêmes pour les acteurs de la finance. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ou en tout cas qu'elle se rapproche de cela. Deuxième point, c'est un sujet extrêmement sérieux et extrêmement important, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine financier, dans le domaine des services financiers. Vous savez que tout récemment, on a quand même un ancien libraire, j'ai noté ça, qui a créé une église aux États-Unis qui s'appelle le Way of the Future, qui est une église dédiée, qui crée un culte voué au dieu des nouvelles technologies, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même des gens qui vont assez loin, et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de limite à l'utilisation de l'intelligence artificielle, et peut-être qu'il n'en faut pas. Seulement, le problème, c'est qu'on se trouve dans des situations totalement excessives et où on voit des dérapages importants. Vous avez vu comme moi récemment, il y a une grande banque suisse, le Crédit Suisse pour ne pas le nommer, qui est sanctionnée à hauteur de 300 millions de dollars parce que les algorithmes étaient utilisés pour prédire la probabilité que se réalisent les ordres stop passés par les clients sur des contrats d'assurance vie, et pour pouvoir ensuite se placer en face. Et effectivement, je ne vous parle pas des flash cracks à 4 milliards de dollars, ou des incidents qui sont produits, ou encore des algorithmes qui peuvent générer de véritables abus de marché. Donc on est confronté à des usages de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, et quand on discute avec les utilisateurs, même parfois même des regtech qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire du contrôle de conformité, on dit clairement, nous ne contrôlons pas les flux générés par la production de ces solutions d'intelligence artificielle. Donc, qui fait le contrôle de conformité? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la machine? On est vraiment dans une zone grise. Et là encore, il faut s'interroger peut-être pas sur la régulation, mais sur des règles éthiques. Et j'en terminerai avec une anecdote. J'ai fait une table ronde au Canada à ce sujet récemment. Et là, on réfléchissait à la définition peut-être de règles éthiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine financier. Et l'un des intervenants nous faisait une comparaison avec reprenait les 10 commandements. Et c'est effectivement un exercice très intéressant. Et on comprend que
le risque énorme dans l'intelligence artificielle, c'est que le robot se prenne pour l'homme et que l'homme considère le robot comme un humain. Et si vous laissez aller dans ce sens-là, ben on va avoir de vraies difficultés. Un mot peut-être sur le Bitcoin, oui. La star depuis Alors, 15 jours. Sur les Bitcoins, oui, c'est très intéressant. Mais pour l'instant, on a, là encore, on a les fameuses ICO. L'AMF a lancé une consultation sur les ICO. Bon, les ICO, c'est déjà, il y en a plus de 300 dans le monde. Ça permet de lever... juste un mot pour dire que ça permet d'émettre des tokens contre des bitcoins. Bon, donc, en simplifiant, je vois monsieur oui. Je vais peut-être donner non, mais on peut dire ou en autre monnaie, mais enfin, ça peut notamment être en bitcoin. Non, mais, ça peut être, en tout cas, ou dans d'autres monnaies, mais en tout cas, ce que vous recevez, ce n'est pas d'ailleurs des monnaies, c'est en réalité... vous allez vous retrouver titulaire, peut-être alors la meilleure qualification. Non, mais c'est pas le débat technique. La question c'est réglementaire. Oui. Qu'est-ce que ça change? Oui, mais comment? Oui, mais le problème c'est que c'est pas réglementé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des émissions où il n'y a pratiquement aucun contrôle de l'offre qui est faite à des investisseurs pour investir là-dedans. Il n'y a pas de réglementation. Et pourtant, le phénomène se développe très rapidement. Et pour en revenir juste et terminer sur les bitcoins, moi je suis quand même assez frappé de voir qu'on a dans 59 pays des distributeurs automatiques de bitcoins. Je peux, avec des espèces, acheter des bitcoins. Il n'y a pas de réglementation là-dessus. Bon, alors, je ne comprends pas très bien pourquoi des professions comme la vôtre sont soumises à des règles de lutte contre le blanchiment extrêmement draconiennes, alors que je peux aller dans l'un des 1000 distributeurs de bitcoin aux États-Unis, dans un ATM, mettre des espèces et recevoir des bitcoins. Sortir avec du bitcoin. D'accord. Est-ce que l'AFG, quand vous regardez ce monde qui évolue sur un plan réglementaire, sur un plan technologique, vous vous dites que la France, vos adhérents sont bien armés pour faire face à ce monde qui est en train d'évoluer? C'est-à-dire vous êtes confiant à l'approche de cette année 2018 ou vous vous dites qu'on part avec quand même quelques handicaps? Quelle est votre vision? Tout d'abord, merci. Bonsoir à tous. Je pense que comme l'a dit David, je vais reprendre ce qu'il a dit au début de cette deuxième table ronde et ce qui a été dit dans la première table ronde. Je pense qu'on est dans un écosystème. Donc considérer que les réglementations touchent plus les uns que les autres, ça serait déjà faire une erreur. L'objectif de ces réglementations est quand même de couvrir des risques, comme vient de le dire Sylvestre, vis-à-vis de gens qu'on se doit, qui conseiller, qui gérer, qui héberger, sous-entendu domicilier, que ce soit les assureurs ou les banquiers. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas forcément avoir trop peur de la réglementation, il faut peut-être avoir trop peur de la surréglementation, mais je suis sûr que le nouveau président de l'AMF, dans son projet jusqu'en 2022, puisque je crois que c'est la date finale du projet à venir, devra continuer les travaux qui avaient été faits par ses prédécesseurs, de ne pas toujours... nous la France, puisque la question est sur la France, le meilleur élève du système qui fait que tous les autres ont des avantages concurrentiels que nous n'avons pas. Parce qu'on fait quoi? De la surtransposition, de la surréglementation? Je ne sais pas si c'est la surtransposition à chaque fois, mais en tout état de cause, c'est un petit peu, on veut montrer que toutes les règles se doivent d'être effectivement appliquées au mieux dans notre pays par rapport à d'autres endroits où on le laisse, je ne discute pas plus que ça du sujet, mais on les laisse parfois être un peu borderline. Alors ce que vient de dire Sylvestre sur le Bitcoin, c'est un sujet, mais il n'y a pas que celui-là. C'est le sujet et la grande phrase à la mode dans le monde moderne depuis quelques années, c'est le fameux level playing field, c'est-à-dire que tout le monde joue les mêmes règles avec le même système. Je prends toujours cet exemple en boutade. Les Anglais inventent beaucoup de sports, mais dans le même sport, sur un terrain de même nature, la ligne au football est dans le terrain et la ligne au rugby est hors du terrain. Donc encore faut-il le savoir. Si vous ne le savez pas, vous avez un petit problème opérationnel. Donc moi, je crois, pour revenir à votre remarque et à votre question, que c'est pas la question de trop de régulation, un mal pour un bien, c'est plutôt un bien pour un mal. C'est-à-dire que l'objectif, et je rejoins ce que disait David au début, c'est de protéger l'épargnant, de protéger celui qui va enfin, et je souhaite pour Madame de Montchalin que les 5 milliards, les 10 milliards, je ne sais pas combien, mais enfin pas des sommes énormes comme on l'a dit précédemment, aillent à la bonne destination. Mais il faut pour cela que le client qui est votre client, qui va donc un jour être notre client, nous sommes tous dans la même chaîne de production, ait le sentiment que chez nous,
plus peut-être qu'ailleurs, plus peut-être que sur des sujets Bitcoin ou autres. Encore une fois, le sujet est à la mode, donc on va le prendre en référence. Je ne sais pas si c'est une bonne référence, mais montre que nous savons faire, que vis-à-vis de la réglementation, l'objectif est louable, c'est la protection de l'épargnant, qui risque à la sortie, malheureusement, par trop souvent, prenons l'exemple de MIF, David ne voulait pas en parler, je vais en parler moi, MIF 2, d'abord je vous rappelle que c'est le 2, c'est pas le 1, donc c'est un peu comme Star Wars demain, alors c'est à l'envers, à Star Wars c'est qu'on descend les numéros, alors que dans MIF on les monte, mais indépendamment de ça, je rappelle que MIF 1 en 2007, il y a 10 ans, avait un but, c'était de protéger effectivement la transparence. Et résultat des courses, on a eu des shadow banking, on a eu des endroits mal contrôlés. Donc est-ce que MIF 2, dans un an, comme le disait David, je vais reprendre ce point-là, on aura amélioré le système? Je crois que, j'espère en tous les cas, qu'on leur a permis une chose, c'est de le rendre plus lisible. Plus lisible, ça veut dire que, attention, il y a un sujet, comme vous le savez sûrement, qui est celui de la recherche indépendante, qui est celui de la recherche des petites entreprises. Toute la table ronde première parlait des petites entreprises. Si l'investisseur que nous ne sommes pas, et la proposition qui est faite par l'Anacofi, par son président tout à l'heure, c'est « j'ai des entreprises, si tu as besoin pour investir, viens me voir, je vais te trouver des bonnes idées ». Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre du message que tu m'as passé en fin de première table ronde. Oui, on est dans une situation où je pense que cette réglementation ira dans le bon sens. Par contre, et je crois que là-dessus, il ne faut pas se tromper, c'est que s'il y a une réglementation, il faut qu'elle soit utilisée positivement, et je terminerai par là, parce que nous sommes dans un pays où l'épargnant doit comprendre ce que l'AFG n'a peut-être pas suffisamment fait par le passé, et j'en veux à personne, si ce n'est à tout le monde, y compris à moi-même, puisque d'abord j'ai été vice-président avant d'être président, j'ai même été vice-président en 97 à 2003, donc il y a longtemps, et on est dans une situation où on ne dit pas assez que les capitaux qui viennent en gestion chez les asset managers que j'ai le plaisir de représenter ce soir sont des capitaux qui sont domiciliés dans des établissements bancaires. Donc on ne peut pas jouer avec l'argent des autres, on ne peut pas faire de mauvais placements. Et là-dessus, je vais sortir ma blague habituelle pour aller dans le sens de ce qui était évoqué également sur la table ronde précédente, c'est que pourquoi, et ça a été dit par Robert Hoffel, ça a été dit par Madame de Montchalin, les banquiers et les assureurs peuvent plus trop transférer le risque des clients vers eux, pour plein de raisons, BAL 3, solvabilité 2, enfin tous ces sujets qu'on connaît très bien. Et on est dans une situation où, aujourd'hui, les gros se soucient des risques qu'ils prennent et des petits des risques qu'ils font prendre. Je pense que ça soit vous dans la salle ce soir, au niveau des CGP et des conseillers que vous êtes, que ça soit nous, asset managers, il faut qu'on montre que la réglementation va nous permettre d'assurer aux gens qui nous ont fait confiance, aux gens qui nous ont laissé des actifs à gérer grâce à votre intermédiaire et grâce au système de distribution dont vous êtes un des acteurs principaux. Je le dis, et comme certains le savent dans la salle, je suis représentant à la base, si je puis dire, des sociétés de gestion dites entrepreneuriales et pas forcément des sociétés de banque ou d'assurance. On a un vrai sujet, c'est que si le client a un bon conseil, et ça a été dit et je partage complètement cette analyse précédente, s'il a un bon conseil, il aura une culture du risque mieux contrôlée. Donc la réglementation prise positivement va dans ce sens-là. Servons-nous de cette réglementation pour en faire un outil de marketing. J'insiste beaucoup là-dessus. Et ce que je peux vous dire, alors j'ai déjà dit ça il y a quelques jours, et le secrétaire général de l'AMF, donc ce soir c'est le président qui va peut-être me faire la même remarque, l'AMF est devenu, et c'est pas, je dis ça avec beaucoup d'affection pour Robert Hoffel, c'est pas sous son règne puisque ça date d'avant, est devenu un régulateur et une autorité qui pousse et qui est pro-business. Et je pense que ça c'est important. Pro-business pas pour nous défendre, pro-business pas pour vous défendre, pro-business, vous êtes plutôt sur la CPR, mais je laisserai le soin à la CPR de parler de ça, mais pro-business pourquoi? Pour nous rendre concurrentiels et nous rendre capables d'être vis-à-vis de la compétitivité internationale le plus facilement compétitif que nous ne l'étions peut-être il y a encore quelques années. Est-ce que vous partagez à la FBF cette relatif optimiste dont vient de faire part Eric, à la fois donc sur l'évolution du cadre réglementaire, l'évolution technologique, vous avez assez peu parlé de la technologie, et il y a en plus un contexte aussi géopolitique, aujourd'hui on pourrait dire avec le Brexit, un cadre qui est en train de changer. J'aurais envie de répondre que la réglementation c'est une chance si elle est maîtrisée. Alors maîtrisée, pour nous, c'est une semaine où l'accord de Bâle vient d'être définitivement signé. L'important pour nous, c'est qu'il puisse être transposé en droit communautaire en tenant compte des spécificités de l'Union européenne. On peut développer ad nauseam,
puisque c'est un accord international. S'il n'est pas adapté à l'économie européenne, je ne serais pas très optimiste. Ça, c'est le chantier devant nous. La maîtrise de la réglementation, c'est une fois qu'elle est adoptée, c'est la maîtrise de sa mise en œuvre. On a longuement parlé de la MIF, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Nous, on a énormément besoin de l'autorité des marchés financiers et de la CPR d'ailleurs, pour une mise en œuvre sur des textes dont on n'a pas tous les textes d'application, parce que sur la MIF, on attend toujours un certain nombre de textes, et ces textes étant quand même relativement obscurs, on a besoin de partager avec l'autorité des marchés financiers ce qu'ils veulent dire et surtout des usages de place. Comment on le fait en pratique et en concret. Et cette mise en œuvre, pour nous, elle doit s'étaler sur tout 2018 pour que tout le monde ait le même niveau d'information, les grands professionnels que peuvent être les banques, mais les moins grands professionnels, les indépendants, parce que sinon, on va avoir du mal à travailler dans un univers MIF 2 si on ne se met pas tous autour du table pour y travailler. Il faut créer quoi? Des habitudes et une jurisprudence? Eh bien, entre guillemets, il faut qu'on travaille sur des guidelines, comme on dirait en anglais, partagés, et qu'on ait le même degré de compréhension des textes. Ce qui n'est pas le cas au départ de... Déjà, on n'a pas tous les textes. Alors, je ne peux pas vous dire comment ça va être. Voilà. Or, je rappelle qu'évidemment, la date de début janvier, elle est dans le marbre européen. Donc, on est devant des difficultés. On plaide évidemment toute l'indulgence devant le président de l'autorité des marchés. Mais au-delà, la profession financière se prend en main, mais elle a aussi besoin de saisir la main de l'autorité des marchés pour travailler de concert. Je voudrais revenir devant Madame de Montchalin pour lui dire qu'on a très bien compris le message des pouvoirs publics et du Parlement pour que l'ensemble des réseaux de distribution bancaire soient mis au service d'une bonne direction de l'épargne vers l'investissement productif. C'est quelque chose qui, pour nous, est très important, on le sait. On sait aussi que l'occasion du changement de la réglementation, qui est une contrainte, je viens d'en parler, mais c'est aussi une chance, puisque dans le cadre des travaux que nous espérons avoir avec l'autorité des marchés sur la mise en œuvre de MIF, c'est aussi l'occasion de réfléchir à la formation des personnels, à la sensibilisation à des nouveaux produits, et qu'il y a là ce qu'il faut saisir comme une chance collective. Mais il y a aussi malheureusement des forces adverses que je dois mentionner, dont une qui nous est arrivée il y a 15 jours et dont je veux partager la mauvaise nouvelle avec vous. Le SSM, c'est-à-dire le superviseur de Francfort, et l'autorité bancaire européenne ont décidé de changer leur interprétation du traitement de la garantie donnée par les banques sur les EPC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ce qu'on appelle les produits structurés, garantie en capital, garantie en rendement, les banques, à la demande de l'autorité des marchés, disent ces produits sont garantis, mais il faut une vraie garantie bancaire pour s'assurer qu'en cas de pépin, la garantie soit effective. Ces produits sont très importants parce qu'ils permettent à une clientèle qui est relativement adverse au risque d'aller vers des actifs un peu plus risqués tout en ayant une bretelle de garantie qui n'est pas forcément à 100%. Le changement d'interprétation des autorités prudentielles européennes conduit à une chose toute simple, c'est la multiplication par 5, pas un peu plus, par 5 du coût prudentiel de ces garanties. Évidemment, dans ce contexte, il y a une remise en cause de la structuration de tous les produits existants. Quelle va en être la conséquence sur ce type de produit? Je ne peux pas vous le dire. Mais dans notre métier, le prudentiel est quelque chose qui a une incidence majeure. Et c'est pour ça, comme on l'a dit à Madame de Montchalin, que depuis Bâle II, nous ne pouvons plus, en tant que banque, intervenir directement en fonds propres parce que le superviseur bancaire a décidé de facto que ce devait être une activité, si ce n'est interdite, du moins extraordinairement limitée dans le bilan des établissements de crédit. Et donc,
Cet aspect prudentiel, on le voit bien, c'est technique, c'est balois, c'est européen, c'est francfortois, mais en réalité, ce sont des sujets qui sont extrêmement politiques, et je crois que la représentation nationale doit aussi se pencher sur la manière dont ces décisions sont prises. En l'occurrence, c'est une réponse à une question posée par le SSM à l'autorité bancaire européenne. C'est-à-dire que ce n'est pas de la directive, ce n'est pas un standard technique, c'est même pas une ligne directrice, c'est une réponse à une question. Et ça met en l'air, dans l'Europe entière, ce type de produit. Qui a répondu à la question? Probablement quelqu'un quelque part qui n'a pas forcément pesé l'impact de la décision prise. C'est quand même un sujet sur lequel on devrait se pencher avec un peu plus d'attention. Pour rebondir sur ce que vous avez dit sur la régulation, maître, des fintech. Au niveau européen, il y a une proposition de la Commission, moi, qui me laisse un peu perplexe, qui est de dire que les fintech pourraient être régulés par l'ESMA, c'est-à-dire l'autorité européenne des marchés. Moi, j'ai une vision naïve des choses. Si la fintech est en assurance, pourquoi elle n'est pas contrôlée par le superviseur assurance? En matière bancaire, par le superviseur bancaire. La supervision, elle dépend de l'activité de la fintech. Être fintech, ce n'est pas en soi un statut. C'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend des risques, etc. Et remonter la supervision au niveau, ce qui n'est pas un superviseur unique, mais un collège de superviseurs nationaux de fintech nationales, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen d'appréhender les risques et la diversité des choses. Donc je trouve que cette proposition, elle est plutôt contre-productive. Je voudrais enfin conclure sur l'intelligence artificielle, parce que de façon paritaire avec les organisations syndicales des banques, nous avons mené, un institut a mené de façon indépendante une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur bancaire. Je voudrais en partager devant vous 3 conclusions importantes, mais évidemment je vous engage à lire cette étude qui a été publiée cette semaine et qui, je crois, est très intéressante. Elle dit d'abord que l'impact sera majeur dans 4 ou 5 ans, et donc moins rapidement qu'on aurait pu le penser à prime abord. Deuxièmement, que cet impact ne va pas concerner que les emplois à faible valeur ajoutée, mais toute la chaîne, de bas aux emplois à la plus haute valeur ajoutée. Donc c'est disruptif sur toute la chaîne de valeur. Et troisièmement, que les métiers qui sont les plus impactés ne sont pas du tout forcément les métiers de la vente, parce qu'on pense évidemment aux robo-advisors, etc., mais pour l'instant du moins, concernent plus les traitements, les back-office, et c'est là où la première disruption va avoir lieu, et c'est le cas évidemment de la blockchain notamment. Merci. Corinne Dromer, si on se place du point de vue du CCSF, quand vous regardez donc cette année 2018 qui arrive, sur le plan réglementaire, sur le plan des innovations technologiques, à court et à moyen terme, parce qu'il y aura peut-être des effets ricochets, est-ce qu'on est en train de changer de monde? Est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est une révolution? Et qu'est-ce que ça pourrait changer, selon vous? De toute façon, c'est une révolution, ça c'est sûr. Mais en fait, si on revient à l'origine, l'idée de la Commission, c'était de favoriser l'émergence d'un marché unique de services financiers avec plus de concurrence, c'est ce qu'ils ont fait, plus de transparence et qui soit plus respectueux du consommateur, on va dire. Alors c'est vrai que de directives en règlement, de règlement à RTS, de report et en transposition, tout ça arrive demain matin. Alors c'est vrai que le CCSF, alors pour ceux qui ne savent pas, le CCSF, ça regroupe les consommateurs, les professionnels, banquiers et assureurs, des académiques, des universitaires, et puis des syndicats, et puis on essaye effectivement tous autour de la table de se poser des questions et de savoir comment collectivement on peut apporter des réponses. Alors effectivement, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait alors nous, on regarde les choses extrêmement concrètes. Hein. On est dans le pratico-pratique, on est vraiment dans la recette de la soupe de potiron, hein, franchement. Mais in fine, c'est pour que votre vie, à vous, soit quand même plus facile.
Alors, on a travaillé l'an dernier beaucoup sur la directive assurance et on a travaillé sur ce qu'on appelle les IPID, le joli mot d'IPID, c'est-à-dire les documents d'information que vous allez remettre à vos clients sur l'assurance non-vie, c'est-à-dire santé, habitation, MRH, habitation et automobile. Et on a essayé de vous faire des modèles, puisque la commission nous imposait d'avoir 2 pages, une certaine taille de police de caractère. Et donc voilà, on a fait tout ça pour essayer de vous faciliter la vie. Et ça, je pense que d'ici 1 an, on fera un bilan, enfin au moins 1 an après la mise en œuvre, on fera un bilan pour voir si effectivement ça a apporté une simplification, j'allais dire, à la fois pour les distributeurs, les producteurs, les distributeurs et puis les clients. On va avoir pas mal de choses à voir encore cette année. On va avoir, parce qu'on en a parlé dans notre séance il y a 15 jours, on va avoir PRIPS. Et dans PRIPS, qui dit PRIPS dit le document d'information qui s'appelle KID. Et alors là, on avait essayé d'y travailler l'an dernier et franchement, on n'a pas réussi. Donc là, j'attends de voir ce que ça donne, j'attends de voir les premiers produits. Je vous rappelle le concept de PRIPS, hein, c'est 3 pages A4 maximum, simple à lire pour un investisseur de base, dans lequel il y ait tous les éléments de l'investissement, les coûts, les risques, les pertes potentielles, les gains potentiels, et tout ça avec les sous-jacents. 3 pages. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, on va voir exactement ce que ça donne. Et on va y travailler. La taille du caractère a été précisée ou pas encore? Ah ben bien sûr, toujours. Mais oui, parce que autrement, c'est trop petit. C'est trop facile. Oui. Ah, mais vous avez même des précisions sur les couleurs à l'intérieur du document. Mais voilà, donc ça, effectivement, on n'a pas réussi, franchement, on n'a pas réussi à faire un KID intelligent l'an dernier. On va regarder effectivement ce que ça donne concrètement. Et je pense qu'on aura, le CCSF aura à cœur de faire un retour, en tout cas, sur les possibles améliorations. Parce qu'en plus, tout ça a été fait pour que le consommateur puisse comprendre d'abord les produits et puisse comparer. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et puis on a d'autres directives sur lesquelles on travaille. D'abord, on a les problématiques de concurrence. Vous savez que la mobilité bancaire, ça a été mis en place l'an dernier, en février 2017. Et on va regarder, à partir de février 2018, on va faire un bilan. Tout ça a été en fait une transposition d'une directive PAD, hein, que vous connaissez aussi. Et donc, on va faire effectivement bientôt un bilan pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Et puis, il y a effectivement des choses qui sont difficiles à bouger. Par exemple, le PEA, par exemple, les produits d'épargne. Donc ça, effectivement, on va le regarder aussi. Et puis, dernière chose, et moi, je suis obligée de faire la liste de chaque directive puisqu'on travaille point par point. Et bien, évidemment, il y a la DSP2. Et alors la DSP2, c'est plus qu'une révolution réglementaire, je pense que c'est vraiment une révolution industrielle, parce que là, vous arrivez avec des nouveaux acteurs, que ce soit les prestataires de monnaie électronique, que ce soit les agrégateurs, et du coup, c'est vrai qu'on va se poser la question, parce que le CCSF est censé doit s'occuper des relations entre les clients et les professionnels. Qu'est-ce que ça induit en changement dans le comportement de la clientèle et dans la relation avec la banque ou l'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, enfin en tout cas c'est les effets qu'on commence à peut-être un peu anticiper, c'est que il y a une forme de segmentation des services financiers. C'est-à-dire qu'on voit bien que les clients, ils vont avoir une application pour aller utiliser la monnaie électronique pour payer un achat. Ils vont utiliser peut-être une autre application pour aller voir leur agrégateur. Et puis, ils vont aller sur l'application de leur banque pour aller faire un virement ou un prélèvement. Mais nous qui avons toujours vécu et puis ils vont peut-être aller voir aussi un assureur pour l'assurance emprunteur. Donc, nous qui avons toujours vécu avec l'idée qu'on avait un interlocuteur bancaire, par exemple, ou banque universelle, on s'aperçoit que dans le fonctionnement pratique des particuliers, du client lambda, in fine, l'arrivée des nouveaux acteurs, l'arrivée du digital, ça induit une forme de fragmentation, en tout cas, du service financier vu du côté du particulier. Donc tout ça, c'est une révolution que moi je trouve quand même révolution industrielle, avec laquelle on va avoir à travailler dans les mois qui viennent. Ouais, je pense qu'on pourra avoir une partie du débat justement sur quel impact sur la structuration du marché et des acteurs. C'est-à-dire, est-ce que à terme, ces nouvelles réglementations, l'émergence de nouvelles technologies conduiront à une remise en cause de vos métiers et de la manière
dont tout ça s'organise. Patrick Montagnier, alors réaction un petit peu à tout ce qui a été dit. Finalement, moi j'entends plutôt des choses positives sur la réglementation, sur le cadre réglementaire, même si en sous-jacent il y a quelques pics, mais ça décrit pas un monde si tendu que ça. Vous, comment est-ce que vous abordez cette année 2018 ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Vous vous dites ça va être un tsunami compliqué ou pas forcément ? Alors, bonsoir. D'abord, je vais laisser effectivement à l'AMF répondre à l'AFG. Je me garderai bien d'empiéter sur les plates-bandes. J'ai suffisamment à faire avec le reste. Non, alors la réglementation, en fait, on le voit effectivement depuis une dizaine d'années, est en modification constante chaque année. En revanche, ça ne touche pas chaque année tous les acteurs en même temps. Mais on l'a vu avec les grandes directives d'abord qui se sont adressées aux banques. Les premières sont entrées effectivement dans le bal, si je puis dire. C'est la réforme, la directive qui a transposé BAL 2 en Europe, qui est entrée en vigueur en 2008. Et depuis 2008, le secteur bancaire est effectivement celui qui est le plus soumis à des modifications régulières et relativement permanentes. Ça c'est vrai, de sa réglementation, puisqu'on a vu avec la crise de 2008 qu'il y avait des trous dans la raquette, et donc le dernier trou devrait avoir été bouché avec la finalisation de l'accord de BAL 3, mais dont effectivement Benoît de la Chapelle a indiqué à juste titre qu'il faut encore le mettre en œuvre en Europe. Donc ça, effectivement, les banques ont été soumises à une modification forte, en même temps qu'une crise assez importante. Du côté du secteur de l'assurance, c'est plutôt Solvabilité 2 qui a été la grande directive qui est entrée en vigueur donc 1er janvier 2016, dont on n'a pas fini de voir effectivement toutes les conséquences sur le comportement effectivement des acteurs. Néanmoins, on se rend compte qu'ils ont quand même passé le cap, mais ça les conduit à réfléchir beaucoup en même temps que d'autres modifications, parce que une réforme de la réglementation ne va jamais seule, c'est-à-dire que le secteur continue d'évoluer par lui-même. Vous avez des choses, par exemple, sur l'assurance santé, quand vous avez un accord interprofessionnel sur l'assurance santé. Vous avez non seulement une réforme sur le bilan des assureurs, mais vous avez aussi une réforme sur la façon de vendre. Donc tout ça vient en même temps. Donc voilà. Donc 2018, il y a 2 nouveaux segments. Alors concernant plus particulièrement les intermédiaires, qui sont les distributeurs qui touchent une grande partie de la population dans ce pays, effectivement, il y a des directives spécifiques. Une qui se met en place en 2018. Alors cet après-midi, la Commission a enfin officialisé, c'est tombé en milieu d'après-midi, qu'elle prendrait sa décision, plus exactement le 20 décembre, pour reporter de 7 mois la mise en application de la directive sur la distribution de l'assurance. Donc elle a enfin officialisé auprès de tout le monde, elle le disait depuis une dizaine de jours mezza voce dans les instances européennes, mais là, cette fois-ci, elle a communiqué qu'elle prendrait sa décision le 20 décembre. C'est un peu du teasing de vous à moi, parce que je ne vois pas bien quelle autre décision elle pourrait prendre in fine. Donc ça pourrait être reporté de 7 mois, donc nous avons tenté de mettre à profit ce délai de 7 mois additionnel pour discuter avec l'ensemble des intervenants, ce qu'on appelle les producteurs et les distributeurs, c'est-à-dire à la fois les assureurs et leurs distributeurs. Alors dans les distributeurs, le plus important est parfois le secteur bancaire, pris dans son ensemble en chiffre d'affaires, mais il y a aussi en nombre de personnes, il y a l'ensemble des associations qui représentent donc les courtiers, les mandataires, quel que soit le statut qu'ils ont pris pour distribuer de l'assurance, sachant que le monde du courtage est lui-même extrêmement divers. Donc nous allons essayer de discuter pour essayer de voir point après point. Corinne a cité effectivement l'information précontractuelle, notamment à travers l'IPID pour l'assurance non-vie. Il y a aussi les aspects sur tout ce qui est la gouvernance et la surveillance des produits. Il faudra définir une clientèle cible, mais ça peut être le mieux, peut être l'ennemi du bien dans ce genre de choses, parce qu'on peut aller très loin et on finit en économie non pas surréglementée, mais hyper réglementée, dans lequel chacun est mis dans une case et c'est plus possible d'avancer, donc ça c'est non. Mais quand même, il y a un texte qui dit qu'il faut faire quelque chose, donc comment le traduire de façon commune, ce que disait Benoît de la Chapelle, dans des pratiques de place communément admises et qui soient acceptables pour tout le monde, y compris pour les clients, parce que c'est quand même eux à la fin qui font la différence. Et puis il y a le devoir de conseil, qui est de nouveau précisé sur un certain nombre de choses, et puis la gestion des conflits d'intérêts, en clair la rémunération de la personne qui vend. Donc tout ceci paraît partir des situations de bon sens, c'est d'avoir un devoir de conseil honnête, loyal et tout à fait transparent vis-à-vis du client. Donc a priori tout le monde se dit j'y souscris. Bien évidemment, plus on rentre dans le détail, plus on voit que la réglementation peut parfois aller assez loin. Trop loin ? Non.
Assez loin. Moi, je ne me permets pas de critiquer la réglementation, puisque mon job, la raison pour laquelle je suis payé, c'est de l'appliquer. C'est pas moi qui la vote, c'est pas moi qui la définis. En tant que superviseur. Encore faut-il qu'elle soit applicable. Mais encore faut-il qu'elle soit applicable. Nous, ce que nous tentons de faire à la CPR en tant que superviseur, de plus en plus, notamment pour ce qui est de la protection des clients cette fois-ci, c'est d'essayer d'éviter simplement le contrôle de conformité, parce que, en plus, il faut voir que les réglementations nationales sont assez anciennes, que parfois il y a de la jurisprudence cette fois-ci de la Cour de cassation, dont il faut qu'on tienne en compte aussi, parce que la Cour de casse a aussi son pouvoir en matière jurisprudentielle. Donc ce que nous tentons de plus en plus d'orienter les équipes de contrôle, c'est d'essayer de relever les manquements qui ont un impact sur le client. Parce que sinon, la multiplicité des textes et leur quasi-archéologie historique fait qu'on peut très rapidement oublier quelque chose. Alors quand c'est pas grave, on le signale en passant, en disant bah, écoutez, profitez-en du contrôle, on vous le signale et profitez pour modifier ça, c'est pas dramatique, et puis à la limite, ça peut rester entre nous, et d'essayer de venir uniquement, ou alors on dit simplement c'est du contrôle de conformité, on a mis juste un point, et puis voilà, vous refaites, et puis on se revoit plus, hein, vous le refaites, mais d'essayer ensuite d'axer nos contrôles sur qu'est-ce qui est important pour le client, qu'est-ce qui, dans la façon dont on lui a vendu le produit, n'a pas marché. Donc l'esprit de la loi plus qu'un arbitre au tatillon. Maximum, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas en même temps, on ne va pas mettre un contrôleur derrière chaque vendeur. Il n'en reste que les papiers signés en principe, donc on peut penser qu'il l'a eu, son papier. Donc on va tenter d'essayer de bien comprendre qu'est-ce qui ne marche pas éventuellement dans une vente. Je crois que tout le monde y a intérêt parce que effectivement, vous parliez de concurrence équitable. Il faut qu'effectivement tout le monde parte avec les mêmes choses, sachant que je l'ai déjà dit, je crois, l'année précédente. Ce qui me surprend toujours, c'est que malgré tout, nous avons trop de clients qui se font piéger par des intermédiaires qui n'en sont pas. Donc nous militons toujours pour une reconnaissance officielle de l'inscription à l'ORIAS, ainsi de suite, pour faire la publicité aussi de l'ORIAS, de manière à ce que les clients aient le réflexe, quand ils reçoivent un mail, d'aller vérifier si la personne qui est en train de leur vendre quelque chose c'est bien inscrite, ce qui est déjà une première preuve d'honnêteté. Ensuite, on va supposer que vous travaillez bien une fois que vous êtes inscrit, et on va le présupposer. Mais déjà ça, et on a encore trop de clients. Donc si vous voulez, tout ça, on essaye de travailler auprès de tout le monde, des associations de consommateurs, pour avoir ce réflexe. Voilà. Donc la réglementation, effectivement, à chaque, si je puis dire, nouveau cas, nouveau scandale, la tendance naturelle du législateur est de s'emparer du sujet et de sortir un nouveau texte. Hier, il y avait un sujet qui faisait l'objet d'un débat devant le Conseil constitutionnel. Moi, je peux regretter en tant que superviseur que 10 ans après les premières lois sur le sujet, on en soit encore à ce type de débat et que la législation n'apparaisse pas suffisamment claire. Donc ça, en tant que superviseur, je peux le regretter parce qu'effectivement, où suis-je? Que dois-je contrôler? Jusqu'où? Donc là, j'attends une décision d'un juge suprême. Donc j'espère qu'il éclairera ma lanterne. On parlera des conséquences sur la structuration du marché juste après, mais Sylvestre, vous vouliez réagir sur le pragmatisme dont fait preuve la CPR, peut-être? Oui, ce qui vient d'être dit est tout à fait essentiel et tout à fait passionnant. Tout à l'heure, je dénonçais le culte dédié aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle. Et je crois qu'on a le même problème avec le culte de la loi. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on vote une loi. Et il faut se garder absolument d'idolâtrer et la loi et la réglementation. Et garder à l'esprit que la finance, c'est d'abord une question de confiance. Confiance des investisseurs, confiance des clients dans leurs conseillers, dans leurs banquiers. Et que par conséquent, pour moi, la fonction de la réglementation, c'est de préserver, de maintenir, créer cette confiance. En tout cas, de créer les conditions pour que cette confiance perdure. Mais ce n'est pas seulement la confiance du client dans son conseiller. Et c'est là que les choses se renversent. Pour qu'un régulateur puisse faire son métier, il faut que les acteurs qu'il régule aient confiance en lui. Et par conséquent, il faut que cette réglementation, elle soit claire, exacte, je ne vais pas dire non trompeuse, mais lisible. Intelligible. Et intelligible. Il faut que son interprétation soit équitable. Il faut que le régulateur soit impartial. Bref, il y a un ensemble de conditions pour que puisse se créer aussi et pour qu'elle puisse s'appliquer. Si les acteurs n'ont pas confiance dans le régulateur,
d'abord, on aura des problèmes d'application de la réglementation, mais ils peuvent aussi aller ailleurs. Et c'est une caractéristique nouvelle qui concerne la prestation de services financiers aujourd'hui. Si on n'a pas, on veut que Paris soit effectivement une place financière, et tant mieux, tout le monde ne peut que s'en réjouir, mais c'est un énorme défi lancé aux régulateurs, parce que les acteurs n'iront pas à Paris. Il ne suffit pas de décréter Paris place financière. Les investisseurs, ou en tout cas les professionnels, ils peuvent aussi aller à Luxembourg, ils peuvent aller en Allemagne, ils peuvent aller dans d'autres pays. Et donc il faut faire très attention à maintenir une confiance des acteurs régulés dans la régulation et dans les régulateurs. Patrick, Corinne le disait, elle voyait un monde dans lequel la technologie, les évolutions allaient peut-être pousser à une plus grande fragmentation. Quand vous entendez ce qu'on dit sur la réglementation, quel impact ça peut avoir sur cette industrie, finalement, faire face à toute cette réglementation? Comment est-ce qu'on peut digérer cette réglementation quand on a, je crois Eric le disait, la diversité des acteurs au sein de votre association? Finalement, il y a des acteurs qui sont tout petits, des acteurs qui sont très grands. Tout le monde n'est pas capable de digérer toute cette réglementation. C'est vrai. Qu'est-ce que ça peut changer, du coup? D'abord, aucun secteur économique n'échappe à des mouvements, si je puis dire, quasi systématiques de concentration, puis de défragmentation, liés effectivement à des phénomènes de gens qui prennent le problème différemment. Donc on le voit régulièrement. Les fintechs n'en sont qu'un exemple parmi d'autres, mais c'est systématique. On voit que quand on a abouti à une concentration très forte, on a des acteurs qui abordent le marché différemment et qui le refragmentent. Donc ça, c'est un mouvement, si je puis dire, économique naturel. Enfin, pour tous ceux qui ont fait un peu d'économie, et notamment d'économie industrielle, la concentration est toujours suivi d'une fragmentation. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, nous, ce que nous tentons d'être, pour répondre aussi à tous les deux, c'est que nous tentons d'être prévisibles. Donc je ne sais pas si ça veut dire être équitable. Équitable, a priori, nous traitons tout le monde de la même façon, mais en tout cas d'être prévisible de manière à ce que l'ensemble des acteurs du marché sachent ce qui nous intéresse le plus. Donc c'est pour ça qu'on fait nos journées du contrôle. On a encore fait là au mois de novembre, fin novembre, pour rappeler ce qui nous semblait important dans la directive assurance. On va le refaire tout au long d'ici octobre pour discuter, pour être prévisible sur les points qui nous sembleront essentiels. De manière aussi à permettre justement à ce que le marché ne se concentre pas uniquement sur les acteurs qui ont les moyens de lire eux-mêmes les textes en totalité et d'avoir des services conformité extrêmement développés. Parce que ça, sinon, ça veut dire que demain, il n'y a plus d'intermédiation individuelle ou sur base personnelle. Il n'y a plus que des très grandes firmes. Alors, ce n'est pas non plus ce que l'on souhaite. D'avoir que des très grandes firmes n'est pas non plus le gage d'une qualité de la relation client. Je vous engage à voir les communications générales de la CPR, y compris d'ailleurs ses sanctions. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas, ce n'est pas forcément un gage unique. Big is not always beautiful. Pas toujours. Ça peut être bien pour tout un tas de raisons économiques, mais ce n'est pas forcément en termes de relations clients, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc nous, ce que nous tentons, c'est d'être prévisibles vis-à-vis des acteurs qui n'ont pas les moyens d'avoir un service conformité pour qu'ils sachent quels sont les points essentiels. Donc nous intervenons partout. C'est-à-dire la raison de ma présence ce soir, c'est la raison pour laquelle nous sommes allés aux journées du courtage, où nous irons à d'autres, etc., sans aucune exclusive, de ce qui est, pour reprendre sur l'impartialité et de façon équitable, de manière à expliquer toujours et encore ce que nous souhaitons voir en face de nous en termes de comportement. Ensuite, il est évident que l'avalanche réglementaire, à un moment donné, quand vous avez des textes importants et épais, ça je dois le dire, c'est quand même pas facile. D'où l'importance aussi, je le plaide, alors ça M. Charlet va être content, je plaide aussi pour l'importance des associations. Parce que c'est aussi, nous semble-t-il, alors là on reporte un peu vers l'association, le job des associations, de faire ce travail de décryptage, défrichage. Nous les accompagnons, nous sommes prêts à intervenir régulièrement. Nous le faisons avec les associations bancaires, nous le faisons avec les associations d'assurance, nous le faisons aussi avec les associations d'intermédiaires, à intervenir régulièrement pour expliquer des points particuliers. Mais les associations ont un rôle important à jouer. Si encore une fois on veut que ce monde de l'intermédiation, qui permet d'aller loin et qui permettra d'autant plus d'aller loin auprès du client, qu'on voit que les très grands acteurs, eux, sont plutôt en rétraction de leur présence commerciale directe.
Donc on voit très bien que le monde de l'intermédiation a gagné en termes de façon de toucher la clientèle finale. Donc ensuite, il y a un équilibre à trouver, producteurs, c'est ça qui concerne les producteurs, qu'est-ce qu'ils veulent confier à l'intermédiation, qu'est-ce qu'ils veulent garder en direct, ça c'est pas notre sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce monde d'intermédiation, il doit exister, doit être vivant, et il doit justement permettre cela. Corinne, peut-être juste avant de donner la parole à David, sur ce consolidation, fragmentation, petite structure, grande structure, qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis après, je donnerai la parole à David. Je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense que les comportements des clients sont en train de changer fondamentalement. Je vais vous dire une banalité, mais on a tous un iPhone dans notre poche ou un smartphone. On a tous maintenant, on utilise des choses dont on n'avait pas besoin, franchement, il y a quelques années. Et puis on a une offre de service nouvelle. Évidemment, on va aller regarder. Je veux dire, les agrégateurs demain, je pense que les agrégateurs, ce sera 0 francs, enfin ou 0 euros, 0 centimes. Donc par définition, on va aller vers des nouveaux services qui n'étaient pas des services utiles, entre guillemets, c'est-à-dire pour lesquels on était demandeurs, mais qui sont quand même des nouveaux services et qui seront des services pas chers. Après, on parlait de réglementation. Je veux dire, Robert Ophel sait très bien qu'un transmetteur d'ordre n'a pas les mêmes obligations réglementaires que quelqu'un qui prend qui fait des opérations pour compte propre. Donc l'agrégateur, par définition, qui fait que de l'agrégation, entre guillemets, il n'aura pas les mêmes obligations que celui qui tient un compte ou qui fait du crédit. Enfin, je veux dire, le poids réglementaire ne sera pas le même. Je veux dire, faut pas se leurrer. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont rentrer dans la balance. Si vous ajoutez à ça le fait qu'il y a plus de concurrence entre les banques, plus de concurrence entre des banques et des néobanques, c'est-à-dire des établissements qui n'ont pas le statut de banque, des banques et des assureurs, je veux dire, le champ est en train de changer. Moi, c'est la seule chose que je dis aujourd'hui, c'est il change, soyons juste vigilants. Ça va très vite en plus, donc nous, notre boulot au niveau du CCSF, ça va être de suivre, vraiment de monitorer au plus près sur les risques et d'avoir cette vigilance, en fait. David, sur ce monde qui change et qui, du coup, oblige tous les acteurs à changer et qui peut avoir des impacts sur le marché, quelle est votre vision, même si vous n'êtes pas non plus Madame Soleil? Alors, je suis pas Madame Soleil, mais je suis un témoin, et je suis un témoin qui tient les stats. Donc, c'est-à-dire que nous, on peut dire aujourd'hui que dans l'histoire de l'Anacofi, qui n'est pas si ancienne que ça, on discutait avec le sénateur Arnaud avant, pas si vieux que ça, on peut considérer que la plupart des entreprises ont déjà au moins une fois dans ce laps de temps changé de modèle. Et on le voit très bien, on a vu les vagues, soit réglementaires, soit de mouvements de marché, ce qu'elles ont entraîné sur les entreprises. Donc ce qui est très très clair, c'est qu'aujourd'hui, les changements, et on le dit déjà depuis 2 ans, les changements viennent de ces évolutions réglementaires. Les changements sont majeurs. Il y a quelques années, vous aviez des gens qui disaient « je veux pas de techno chez moi, j'en veux pas, ça m'ennuie ». Les membres de l'Anacofi ou les clients? Des membres de l'Anacofi. Désolé, mais moi, je suis dans la relation humaine, je travaille comme ça depuis des années, ça marche, j'arriverai à m'adapter comme ça. Aujourd'hui, les mêmes acteurs, et disaient également, mais alors tout cet administratif et toutes ces nouvelles règles, voire la techno, ça me prend du temps, c'est insupportable, je ne peux plus gérer du client. Les mêmes, et j'ai un exemple très précis en tête d'un adhérent qui était peut-être le plus réfractaire que j'ai rencontré de vous tous, qui, il y a 2 ans, m'appelle, il dit, David, j'en peux plus. Il faut que je réfléchisse parce que j'ai compris que le seul moyen de retrouver du temps en clientèle, c'est de m'équiper, c'est de me mettre à l'intérieur des documents réglementaires que vous donnez, des kits, et en fait là, ça reporte sur nous. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est, vous le disiez, il faut s'appuyer sur les assos. Oui, et les associations, elles grossissent, et elles grossissent. Quand vous voyez l'augmentation des moyens de l'Anacofi, ne sont pas juste liés au fait qu'on ait de plus en plus de membres, sont liés au fait qu'on tire de plus en plus de besoins et de demandes sur nous. D'un côté, le régulateur nous demande de nous occuper de plus en plus de choses. De l'autre côté, les adhérents nous demandent de plus en plus de services. Parfois, nous confondent avec un siège social. Ou alors c'est l'extérieur qui nous confond avec un siège social, c'est-à-dire que les clients qui se plaignent, qui remontent vers nous, où on a du mal à leur expliquer qu'il y a des gens qui s'occupent de ça, de la médiation de la consommation, que c'est pas nous, mais du coup ils font pression. Donc toute la chaîne remonte à un moment ou à un autre vers nous, et nous on essaye d'accompagner, mais on voit bien qu'il y a des évolutions, il y a eu des vagues. La vague actuelle, c'est celle de l'intégration de la technologie dans les entreprises, et de la naissance de quelques acteurs en tant qu'acteurs numériques. Et ces acteurs numériques ont une particularité qui n'en est pas une, c'est qu'en fait, ils doivent adhérer chez nous aussi. Donc du coup, nous traitons des adhérents qui travaillent
de toutes les manières possibles. Et nous Votre devons nous y message, adapter. c'est quand même qu'il faut changer. C'est-à-dire que vous avez évolué en tant qu'Anacofi, mais que vos adhérents sont aussi obligés de se remettre en... Vous n'avez pas le choix. Enfin, de toute façon, vous savez qu'à un moment, on vous empêchera de travailler. On vous interdira de travailler, on vous empêchera de travailler, ou vous serez confronté à un modèle économique qui est dépassé. Dans un débat ancien, j'expliquais ce qu'avait été le modèle économique gagnant quelques années avant et ce qui était en train de devenir le modèle économique gagnant d'un cabinet moyen. Aujourd'hui, on ne sait pas le sujet du jour, mais je pourrais refaire l'exercice. Mais c'était quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que tout le monde pensait que le modèle d'avant allait être le gagnant pendant les 20 années à venir. Et le résultat des courses, c'est que 5 années après ce constat qu'on avait fait, ce modèle était un modèle perdant. Il était structurellement déficitaire. Et là, je parle donc d'entreprise. Et ça, c'est aussi une révolution qui a été faite dans la dizaine d'années qui viennent de passer. C'est que nos cabinets, même pour les unipersonnels, sont devenus des entreprises dirigées par des gens qui doivent aussi être des chefs d'entreprise qui réfléchissent leur modèle. Et la particularité de notre job, enfin de notre univers, c'est qu'on l'a fait. Cette révolution-là a été faite. Éric, est-ce que vous seriez amené à tirer le même constat au sein de l'AFG ? Oui, je crois qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, on est dans des métiers très régulés. Moi, je dis ça à tous mes adhérents. Vous évoquiez tout à l'heure le spectre très large. Je redonne les chiffres pour ceux qui ne les connaissent pas. Nous sommes 630, un peu moins de 630 sociétés agréées. Je regarde Robert, je crois que c'est ça le chiffre. Le plus gros fait 1400 milliards d'euros gérés. Donc, mon prédécesseur à la présidence, Amundi, Yves Perrier. Et le plus petit fait moins de 5 millions. À 5 millions, très honnêtement, je suis ravi qu'il soit société de gestion de portefeuille, mais le mieux, c'est qu'il reste quand même conseiller de ses clients, avec la confiance, comme dit Sylvestre, qu'il a, ça serait peut-être mieux. Non, je vous avais promis que je sortirais un mot, donc il faut que je le sorte. On a lancé, il y a un peu plus d'un an, un petit mot qui était FROG, donc French Roots Opportunity Garden, qui était une initiative conjointe entre l'AMF et l'AFG, ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, qu'on avait envie que ce métier avance. Je pense que celui qui a trouvé le mot, qui n'est pas quelqu'un de l'AFG mais quelqu'un de l'AMF, que je remercie beaucoup, qui se prénomme Franck, mais peu importe, on aurait peut-être mieux fait de dire French Rules Opportunity Garden par rapport à ce qu'on vient de dire. En ce sens que je pense que tout ce qui vient d'être dit ce soir là et tout ce qu'on évoque et ce que vient de dire David sur l'évolution de ce métier de ces dernières années, c'est que encore une fois, ces réglementations, même si, comme ça vient d'être dit par Monsieur le secrétaire général adjoint de la CPR, il est là pour les appliquer, il est là aussi pour les rendre applicables. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et je crois que c'est ça qui est essentiel. Et encore une fois, servons-nous de ça pour que la France, vous, nous, tous l'écosystème, profite bien d'un système de meilleure réglementation, de meilleure régulation au profit, et je termine par ce mot que j'aime beaucoup, et Sylvestre et moi partageons souvent ce genre de propos, c'est que ce qui fait votre force, mesdames, messieurs, même si on me disait tout à l'heure qu'il y avait peu de femmes, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus dans la salle depuis tout à l'heure, puisque la remarque était faite. Donc que ce soit vous au niveau de l'Anacofi, membres de l'Anacofi, que ce soit nous au niveau des asset managers, des banquiers, des assureurs, ce qui est important, c'est la confiance que les gens nous ont donnée et vont continuer à nous donner grâce à cette réglementation ou à ces règles qui vont, j'espère, aller dans le bon sens. Benoît ? Je voudrais moi, conclure avec deux choses. D'abord, je remercie Patrick de son souci de pédagogie. Alors, comme moi-même, je suis un ancien contrôleur bancaire, la pédagogie, elle se fait dans la répétition, mais aussi dans le droit à l'erreur, pour reprendre un projet de loi du gouvernement. Et donc, j'espère toute l'indulgence du régulateur en la matière. L'autre question, c'était quel est l'impact de la réglementation sur la structuration de l'activité. Dans le cadre des banques, il y a un sujet qui pour nous est très important, c'est que toute la réglementation depuis 8 ans maintenant conspire à la réduction de la maturité, comme on dit en franglais, de la duration des bilans bancaires. Et donc nous, on a un énorme problème de ressources longues pour financer les emplois longs. Malheureusement, les dernières orientations législatives vont dans ce sens-là avec la remise en cause du PEL. Et donc nous, on a énormément besoin d'une ressource longue pour financer des emplois longs et avoir des partenariats longs avec les opérateurs financiers et économiques. Et donc on est là dans les mains du gouvernement et on espère pouvoir être entendu dans le cadre du projet de pacte,
parce qu'on est dans une situation où notre gestion actif-passif va devenir de plus en plus compliquée. David, je vais vous passer le micro. Vous serez la dernière personne à s'exprimer. Vous êtes le dernier obstacle avant le cocktail de fin d'année. Je vais être court alors. Donc vous avez le droit de conclure, mais est-ce que vous êtes optimiste ou je ne vais pas dire pessimiste, mais un peu quand même inquiet, quoi. Voilà. Comment est-ce que vous allez aborder, non pas cette fin d'année, mais le début de celle qui s'annonce? On est forcément toujours un peu inquiet quand on arrive devant un obstacle. C'est-à-dire que même si on sait qu'on a été entraîné à passer ce genre d'obstacle et que vos effectifs ont déjà passé ce type d'obstacle dans le passé, vous vous demandez quand même comment l'obstacle va être passé. Vous savez quand même que ce qui va le passer, c'est un groupe. Et dans ce groupe, certains auront plus de mal que d'autres. Donc si on n'est pas un minimum inquiet à ce moment-là, on l'est jamais. En même temps, quand vous êtes représentant métier, quand vous êtes un syndicaliste, si vous avez peur, vous faites autre chose. Parce que votre job, ça va être d'accompagner les gens, de les aider et de vous faire engueuler quand ils passent pas. Donc je suis à peu près certain qu'à la fin de l'année prochaine, certains vont me dire « chouette, on est passé » et d'autres vont m'appeler pour m'engueuler. Donc je suis suffisamment pas inquiet pour dire « j'accepte le deal ». Bon, maintenant on l'entend, c'est-à-dire que du régulateur aux différents acteurs, on est tous conscients qu'on va avoir un mouvement important et qu'on a tous l'envie que ça se passe le mieux possible. Et je pense qu'il y a un enjeu aussi qui est très fort, c'est, je vous rappelle quand même qu'une fois les Anglais sortis, le leader de ce continent, c'est nous. Donc si on ne veut pas se retrouver sur une marche en dessous, il ne faut pas qu'on se loupe collectivement, parce que si on se loupe, il n'y aura pas de retour. Alors, si collectivement on ne trouve pas la solution, nous serons devenus une puissance moyenne, pas leader, et on n'en reviendra pas. Donc, effectivement, je pense qu'on a tous envie de bosser. Et puis, on a quand même quelque chose, Corinne l'a pas dit, mais on a un outil qui n'existe pas ailleurs, qui est le CCSF. C'est-à-dire que dès qu'on a un sujet commun et qu'on a une inquiétude, on va bosser ensemble au CCSF. Bah oui, je suis bon, mais on est nombreux à être membres ici. Si tu veux. Donc voilà. Donc, et puis au CCSF, on voit l'AMF qui vient dire bonjour, voilà mon projet, voilà où on en est. De temps en temps, je vous explique, ou de temps en temps, je voudrais bien un avis. On voit la CPR qui vient, on voit le Trésor. J'ai même vu une fois un négociateur dire je suis paumé, s'il vous plaît, c'est quoi l'idée? Voilà, je ne dirai pas sur quel texte, mais il y a eu un texte où on a vu un négociateur arriver. Alors, le problème, c'est que dans la salle, on n'avait pas forcément mieux compris. Mais on s'est mis à 60 à réfléchir. Il y avait la taille du caractère. Donc non, mais à 60 à réfléchir, représentant toute la sphère, on a réussi à produire une analyse qui était intéressante. Et à ma connaissance, il n'y a qu'en France qu'on a ça. Et donc, Corinne pilote quand même l'un des outils majeurs qui devrait nous permettre de passer cet obstacle. Je mets un peu la pression, peut-être. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre attention. Les débats ont été à la fois longs mais enrichissants et je pense constructifs. Je vous souhaite une bonne fin d'année et un bon cocktail. Merci à tous.